République. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes donc député Ensemble pour la République des Yvelines. De Paris à Rabat, c'est le ministre qui fait la une avec ses paroles, mais aussi ses actes. Bruno Retailleau poursuit les expulsions. C'est le 3e vol groupé de clandestins qui a été organisé, cette fois vers l'Albanie. 17 majeurs, mais également 24 mineurs sont concernés. Est-ce que c'est le retour, selon vous, des fameux vols charter de Nicolas Sarkozy et de Charles Pasqua autrefois? Non, mais ce qu'il faut, c'est tout simplement faire appliquer la loi. Et la loi, c'est qu'à partir du moment où il y a des gens qui sont en situation illégale sur le territoire de la République, eh bien, ces personnes n'ont pas vocation à rester. C'est aussi la démonstration que la loi immigration a changé la donne. Le fait notamment de pouvoir expulser des personnes arrivées mineures en France. Parce que vous le savez, quand elles étaient arrivées mineures, eh bien, il n'y avait pas la possibilité ensuite de les renvoyer dans leur pays d'origine si elles avaient commis des délits. Aujourd'hui, c'est possible et je crois que ça, c'était un changement assez considérable qui a été réalisé. Donc tant mieux, la loi est appliquée et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Le ministre martèle en tous les cas son message de fermeté. Il l'a fait au Maroc, il l'a fait avec une circulaire au préfet. Il affiche aussi sa détermination. Est-ce que pour vous, c'est la bonne personne au bon moment, au bon ministère? On verra sur les résultats. Moi, je pense que les Français... Non, mais moi, je veux encore une fois des actes. Je suis comme les Français. Je pense qu'ils attendent des résultats. Ils se moquent un peu de savoir qui est à quelle place. Ils veulent juste savoir que la République est respectée et que la loi est respectée. Si c'est le cas, tant mieux. Encore une fois, on a changé la loi pour que ce soit possible. On a obtenu des avancées au niveau européen avec le pacte asile-immigration. Et ça a rendu aussi possible d'avoir enfin des frontières sécurisées aux frontières de l'Union européenne. Malheureusement, d'ailleurs, le Rassemblement national s'est opposé de manière très virulente à ce pacte asile-immigration. Donc, encore une fois... Pour être objectif, parce qu'il déplore la répartition, la clé de répartition des migrants. Oui, mais ça ne changera absolument rien sur la manière avec laquelle les migrants arrivent ou n'arrivent pas en France. Il n'y aura pas plus de migrants en France du fait du pacte asile-immigration. Il y aura surtout la capacité de reconduire plus vite, d'expulser ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire européen, parce que c'est aussi un enjeu européen et un enjeu international, d'où la visite d'État aussi du président de la République au Maroc. Vous allez juger donc le ministre de l'Intérieur sur les actes, par exemple, sur ces actes. En tous les cas, il ne recule pas sur l'aide médicale d'État. Aurore Berger l'a continué à dire encore hier, lors d'un 20h, qu'il veut la transformer en aide médicale d'urgence. Sur cet acte-là, il a raison. Mais le sujet, il n'est pas un changement sémantique d'aide médicale d'État, aide médicale d'urgence. Mais c'est pas que sémantique. Moi, s'il faut regarder le panier de soins, moi j'ai déjà dit 10 fois que s'il fallait regarder le panier de soins, j'avais pas de difficulté si jamais on considérait qu'il y avait des actes médicaux qui n'avaient pas vocation à être dans ce panier de soins. En revanche, ce que je dis, c'est que une suppression sèche de l'AME ou une restriction trop forte de l'AME, à la fin, ça coûterait plus cher aux Français. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui tout simplement iront à l'hôpital public. Et à l'hôpital public, on vous demande ni votre carte nationale d'identité, ni votre carte vitale, on vous soigne. Donc si à la fin, c'est afficher quelque chose, mais que ça coûte plus cher aux Français et que ça ne change rien sur les conditions d'accès à l'immigration en France, non. Moi, je veux pas de l'affichage. Est-ce qu'une aide médicale d'État qui deviendrait une aide d'urgence, un peu comme ce qui se passe dans d'autres pays européens avec un panier resserré aujourd'hui, vous dites oui? Et ça dépend ce qu'il y a comme soin. Je peux pas vous répondre oui comme ça. Je veux savoir concrètement quel serait... vous n'allez pas avoir soin par soin. Non mais si, en fait, quand vous regardez le panier de soins, c'est ça que vous regardez. Vous dites, ok, est-ce que là on va beaucoup plus loin, est-ce qu'on est beaucoup mieux disant que d'autres pays, est-ce que c'est légitime de l'être ou pas? Donc encore une fois, il y a un objectif qui est un objectif d'accueil, mais cet objectif d'accueil, il doit se combiner avec un objectif de fermeté et d'application des règles qui sont les règles de la République. Pour Emmanuel Macron, la présence de Yacine Bellatar n'est pas un sujet de débat. Aurore Berger, c'est anecdotique, a-t-il dit. Pensez-vous, vous-même, que ce soit anecdotique d'avoir dans sa délégation quelqu'un qui a été condamné pour menace de mort? Est-ce anecdotique de fréquenter, quand vous êtes président de la République, quelqu'un qui a déclaré « je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice » Est-ce que ça relève de l'anecdote d'avoir été proche du CCIF qui a été dissous par l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Moi, ce que je regrette, c'est de devoir en parler ce matin. Pas que vous me posiez la question parce que je comprends qu'elle soit légitime, mais parce que c'est un sinistre personnage qui a menacé aussi d'ailleurs des personnes qui, elles, sont exemplaires dans la République. Je pense à Sophia Aram, je pense à quelqu'un qui a été extrêmement important dans le combat pour la laïcité, qui est Laurent Bouvet, qui n'est plus là aujourd'hui et qui avait subi ces attaques. Donc, j'avoue que je ne sais pas quelle est la raison de sa présence. Je crois qu'il y a... Elle vous choque ?
En tout cas, ce qui est anecdotique, c'est ce personnage. Ce qui est anecdotique, c'est ce personnage. C'est un sinistre personnage. Il y avait dans cette délégation des personnalités qui font honneur à la France, qui font honneur aux relations entre la France et le Maroc. Je pense à Leïla Slimani qui était présente, par exemple. Je préfère parler d'elle ce matin. Oui. Je préfère parler de ceux qui font honneur. Je préfère parler de ceux qui font honneur à notre pays, à nos relations, plutôt qu'à ceux qui sont auprès du président de la République. Je ne sais pas s'il était auprès du président de la République, il n'était pas dans la délégation officielle. Madame Berger, il était dans sa délégation. Vous savez bien qu'il l'a consulté, en tout cas, les conseillers du président l'ont consulté quelques jours avant la fameuse marche contre l'antisémitisme. Donc est-ce qu'une telle présence vous choque ? En tout cas, j'estime que cette personne ne devrait avoir aucune influence dans la vie politique française et dans notre République, parce qu'encore une fois, vous avez rappelé malheureusement ces faits d'armes. Le voyage, par contre, du président de la République au Maroc, il est extrêmement important pour nos relations avec le Maroc, sur la question de l'immigration, sur les questions des relations économiques, des relations culturelles aussi que nous avons avec nos deux pays. Et encore une fois, heureusement, j'espère qu'on ne va pas retenir que cela. Le Rassemblement national présente ce jeudi 7 textes à l'occasion de sa niche parlementaire. Aurore Berger, alors retour des peines planchées, facilitation des expulsions d'étrangers représentant une menace grave et abrogation de la réforme des retraites. Mais voilà, eh bien cela a été tricoté en commission. Et puis, c'est son pouvoir. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a retoqué les deux amendements les plus importants en vertu de l'article 40. Le RN crie au scandale démocratique. Il a tort ? Il n'y a pas de scandale démocratique à partir du moment où il y a un vote. Il y a eu un vote en commission qui a dit qu'il n'y avait pas une majorité pour abroger la réforme des retraites. Et après, la présidente de l'Assemblée nationale, elle a exercé sa responsabilité. On lui aurait plutôt reproché de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'abroger la réforme des retraites, ça coûte très cher. Ça coûte plus de 3 milliards d'euros dès cette année si on le faisait. Oui, c'est complètement fou dans un tel contexte. Et c'est un mensonge en fait. Faire croire aux Français, le RN, comme la France insoumise, parce qu'ils se rejoignent dans ce combat-là, qu'en fait on peut vivre plus longtemps en travaillant moins longtemps, que ce soit de manière hebdomadaire, que ce soit tout au long de la vie, c'est un mensonge. Ou alors ça veut dire qu'on aura des conditions de vie dégradées, qu'on mettra en péril les retraites des Français qui sont aujourd'hui à la retraite et ceux qui y seront demain. Donc moi j'aimerais surtout que le RN sorte de l'ambiguïté sur la question du travail. Parce qu'ils ne peuvent pas matin, midi et soir dire qu'ils sont le parti du travail, mais voter contre la réforme de l'assurance chômage, vouloir abroger la réforme des retraites. Est-ce que c'est vraiment ça que les Français veulent ? Est-ce qu'ils veulent de la responsabilité au pouvoir ? Pardonnez-moi. Ou est-ce qu'ils veulent de l'irresponsabilité au pouvoir ? Vous savez ce qu'ils ont voulu par rapport à la réforme des retraites. Ah mais écoutez, les enquêtes sont en train d'évoluer, sont en train de changer. Donc vous savez, la vérité d'hier, elle n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui dans l'opinion publique. Ce que je sais, c'est que c'était courageux de mener cette réforme et que c'était une nécessité pour nos finances publiques et une nécessité pour garantir la retraite de ceux qui aujourd'hui nous écoutent et qui touchent chaque mois leur pension de retraite et qui les ont vus d'ailleurs être revalorisées pour les petites pensions de retraite dès le 1er octobre. Et pourquoi ne pas assumer un débat ? Ah mais il y aura un débat. Il y aura un débat. Mais vous savez, l'Assemblée nationale, il y a toujours d'abord ce qu'on appelle un débat en commission. Donc on ne va pas dire en commission on est d'accord, pour ensuite dire une semaine après, finalement on est contre parce que c'est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On est cohérent, on a porté la réforme des retraites, donc évidemment, on s'oppose à son abrogation. Mais dans cette niche, il y a aussi d'autres mesures, comme le retour, par exemple, des peines planchées, dispositions pénales, je le rappelle, supprimées par François Hollande, c'était en 2014. Est-ce que ça pourrait passer ? Est-ce que vous pourriez dire oui, ok, pour le retour des peines planchées ? On connaît par exemple la position de Bruno Retailleau, qui est évidemment favorable, contrairement à celle Didier Migaud, alors député socialiste, il avait voté contre. Moi, le seul sujet, encore une fois, c'est les mêmes choses que les questions que vous me posiez sur Bruno Retailleau. C'est une question d'efficacité. Intellectuellement, la peine planchée, ça me choque pas. C'est même assez confortable de se dire que, en fonction d'un délit que vous pourriez commettre, en fonction d'un crime, malheureusement, que vous pourriez commettre, il y aurait une peine minimale qui serait appliquée. Le problème, c'est que dans les faits, c'est pas ça qui s'est passé quand les peines planchées ont existé. Pardonnez-moi, on a vu des quantums de peines suivies par certains magistrats quand elles ont été votées. On a vu des quantums de peines, c'est-à-dire le nombre de mois ou d'années en incarcération qui étaient moins élevés. Ce qu'il faut, c'est l'exécution des peines. Ce qu'il faut, c'est arrêter ce système où quand vous avez la personne qui a sauvagement assassiné la petite Philippine, qui est sortie 2 ans avant. Didier Migaud vous dit qu'il n'y a pas de problème d'exécution des peines aujourd'hui en France. Écoutez, moi je dis qu'à partir du moment où vous avez des hommes, parce que ce sont souvent des hommes qui ont été relâchés, qui ont commis des violences sexuelles, parfois sur des enfants ou sur des femmes, qui ont commis des crimes et qui sont relâchés avant la fin de la peine qui a été prononcée. Là, je ne parle même pas est-ce que la peine était trop légère ou trop sévère, mais avant la fin de la peine prononcée. Alors ça veut bien dire qu'il y a un sujet. On a mis fin aux remises de peine automatiques. C'était quand même un scandale absolu. C'est-à-dire qu'en fonction du temps que vous passiez en prison,
eh bien, vous aviez le droit à une petite réduction de peine. Personne ne peut comprendre ça. Ça, on y a mis fin avec Éric Dupond-Moretti. Ce qu'il faut, c'est garantir cette exécution des peines. Donc, pour les peines planchées, vous dites oui, mais le gouvernement continue de chercher de l'argent partout, dans toutes les poches, Aurore Bergé. On parle désormais d'un deuxième jour férié, travaillé un peu sur le modèle du lundi de Pentecôte de solidarité. Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je pense que c'est pas faire les poches des Français et c'est pas chercher de l'argent partout. C'est de se dire, à un moment... Comment vous le présentez, alors? C'est de se dire que, encore une fois, on a un problème majeur de dépenses publiques. Et c'est sûr que c'est toujours plus confortable de vouloir augmenter les des fonds et des comptes. Les deux. Sans doute les deux, parce qu'on a été habitué à beaucoup de dépenses publiques. Est-ce que la dépense publique a augmenté de manière considérable nos services publics? Pas forcément. Non, je pense qu'il y a d'autres mesures, à mon avis, à prendre avant, notamment celles qu'on propose sur la question des fonctionnaires. Est-ce que c'est légitime de se dire que les salariés qui travaillent dans le privé ont des règles qui sont plus sévères que ceux qui travaillent dans le public? Est-ce que c'est légitime? Par exemple, sur les fonctionnaires, dans la territoriale, aujourd'hui en moyenne, c'est 30 jours d'arrêt maladie pour celles et ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales. C'est presque 2 fois plus que dans le privé. On n'est pas 2 fois plus malade. Donc, est-ce qu'il y a des sujets de santé au travail, de bien-être au travail, de sens du travail? Ça, c'est une certitude. Mais à un moment, il y a un sujet d'équité qui doit pouvoir exister. Je résume, vous n'êtes pas favorable à ce deuxième jour férié travaillé, mais évidemment sur les jours de carence, vous dites, oui. Étudions ça, mais soyons clairs, ça veut dire demain, policiers, secrétaires de mairie, infirmiers seront moins bien indemnisés quand ils seront malades, ça vous l'assumez? Ça veut dire qu'ils seront indemnisés de la même manière que les salariés du privé. Moins bien que les salariés du privé. Est-ce qu'il faut travailler sur la question des mutuelles? Parce que c'est souvent le cas pour les salariés du privé, où les mutuelles prennent en charge des jours de carence. Mais moi, je ne sais pas expliquer à un éboueur qui travaille dans une entreprise privée qu'en fait, lui a un jour de carence, jusqu'à 3 jours de carence, mais que quelqu'un qui travaille dans d'autres métiers parce qu'il est fonctionnaire, lui n'en a qu'un. Ça, c'est quelque chose d'injuste. Et je pense que cette injustice qui est très puissamment ressentie par les Français, à la fin, ça conduit à se désintéresser de la vie politique en disant qu'on ne prend pas des mesures efficaces et justes. Il va y avoir des grèves. C'est pas, il n'y a pas besoin de boule de cristal pour le deviner. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va tenir, doit tenir? J'ose l'espérer. C'est un gouvernement qui existe depuis quelques semaines. Mais qui est fragile. Donc, sans doute parce qu'on est dans une configuration politique qui est profondément fragile. Enfin, si on renonce à chaque grève, vous voyez bien que dans ce pays, on ferait sans doute peut-être pas grand-chose. Hier, par exemple. Donc, il y a la nécessité de tenir. Pourquoi? Parce que ce sujet de finances publiques est majeur. Hier, nous, on a fait supprimer une disposition du gouvernement qui visait à revenir sur les allègements de charges. Parce que moi, je crois que ce qu'on a fait depuis 7 ans, sur l'attractivité par le travail, sur la revalorisation du travail, ne doit pas être mis à mal par le coût du travail qui serait augmenté dans notre pays. Vous avez raison pas la bonne de rappeler option. cela pendant 7 ans, mais les Français qui nous écoutent et nous regardent ce matin se demandent aussi, vous avez fait partie d'un gouvernement dont le ministre de l'économie dit on va vous dire la vérité dans quelques jours et semaines sur ce dérapage incroyable. Mais comme si, donc, il y a eu un mensonge. Non, déjà, il n'y a pas eu de mensonge. Une omission. Il n'y a ni omission, ni mensonge. Un amateurisme, il y a encore une fois, à la fois des situations exceptionnelles qui ont appelé à des mesures exceptionnelles, notamment pendant la crise Covid. Et à ce moment-là, il n'y a pas un parti politique qui nous disait stop. Au contraire, on nous disait toujours plus de dépenses publiques. Les mêmes qui, aujourd'hui, aimeraient nous mettre un peu sur le banc des accusés. Donc, il faut une totale transparence. Et je pense que cette totale transparence, elle démontrera justement l'action qui a été la nôtre pour protéger les Français. Dans l'actualité, Aurore Bergé, je voudrais vous faire réagir à ces tags antisémites qui ont été découverts dans un immeuble du 11e arrondissement. Ça concerne, semble-t-il, une personne en particulier française juive. Sur sa porte, sur son palier, il est écrit « Mort aux Juifs ». Et cela se passe dans le même immeuble où a été tuée Mireille Knoll en 2018. La lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui, au-delà des actes, qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit cela? J'avoue que les mots manquent en fait. Les mots manquent quand on voit qu'on a quelqu'un qui est pris pour cible parce qu'elle est juive, parce qu'elle est française, de confession juive, et qu'on vient la harceler jusqu'à son domicile dans son ascenseur. Pourquoi? Pour qu'elle s'en aille? Pour qu'elle parte? Et c'est là où il faut qu'on soit intraitable et implacable. C'est-à-dire que toute la République doit se dresser pour refuser que cette haine antisémite puisse prospérer et qu'on trouve une seule once de légitimité. Est-ce qu'on peut être intraitable en ayant une position aussi ambiguë que celle du président de la République à l'égard d'Israël? Mais je crois qu'il y a une position qui est très claire depuis le début. Libération inconditionnelle des otages. Très clair du président de la République. Libération inconditionnelle des otages. On n'a jamais mis la moindre conditionnalité au fait que les otages puissent être libérés. Il a commencé par parler d'une coalition anti-Hamas pour arriver aujourd'hui à mettre en cause la défense d'Israël. La position qui est celle de la France, c'est quoi? C'est
Personne ne doit remettre en cause la légitimité d'Israël à exister. Personne ne doit remettre en cause la légitimité d'Israël à se défendre. Personne ne doit oublier que ceux qui ont attaqué Israël, c'est un groupe terroriste, le Hamas, et que ce que nous vivons malheureusement depuis le 7 octobre a comme point de départ les pires attentats terroristes qu'Israël a connus. Ça, c'est votre position, ce n'est pas celle d'Emmanuel Macron. De la France, on a toujours rappelé... C'est celle du président de la République. Ah oui, je le crois profondément. Vous avez entendu ces dernières déclarations ? Oui, évidemment que je les ai entendues. Vous pensez qu'elle colle à ce que vous dites ? Je crois qu'il a toujours rappelé quel était le point de départ. Et qu'à la fin, si on veut vraiment garantir à la fois la paix dans cette zone et qu'on veut garantir aussi un cessez-le-feu, parce qu'on a un sujet humanitaire à Gaza, la première chose, c'est la libération des otages, dont 2 qui sont de nos compatriotes. Il faut le rappeler. Je voudrais terminer très rapidement par un autre sujet, mais je sais qu'il est important. Vous êtes souvent exprimé dans ce domaine-là, la condamnation de Nicolas Bedos, réalisateur, acteur, qui a suscité de très nombreuses réactions. Il écope de 6 mois sous bracelet électronique et 6 mois avec sursis pour des agressions sexuelles sur 2 femmes. Pour Ségolène Royal, Nicolas Bedos est un prédateur sexuel. Pour Sandrine Rousseau, il a été condamné et elle ajoute sur X le bisou qui cache les faits. Elle fait référence à son avocate qui avait parlé d'un simple bisou dans le cou. Comment vous réagissez ? Mais je crois qu'il faut toujours dire sur ces questions-là que la seule vérité qui doit pouvoir exister, c'est la vérité judiciaire. On appelle systématiquement les victimes à aller porter plainte. Ce qui est une preuve de courage de s'exposer, d'aller porter plainte. On ne gagne rien à aller porter plainte, si ce n'est sans doute se sauver soi-même de la situation qu'on a vécue. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué par rapport à la décision et aux commentaires, c'est ceux qui ont essayé de minimiser, comme si tout cela n'était pas bien grave. Mais si demain ça arrive à votre fille, que quelqu'un, parce qu'il se sent tout puissant, lui met la main sur le sexe, désolé, mais c'est ce qui s'est passé, la force à l'embrasser... C'est pas grave. Est-ce qu'il y a une hiérarchie à faire entre ceux qui parfois sont condamnés de manière légère à des délits extrêmement graves et ce fait-là ? Mais je crois juste que la justice est passée. Et que la justice a reconnu qu'encore une fois, il n'y avait pas à Non, je crois qu'il ne faut pas d'exemple. La justice, elle n'a pas à délivrer des exemples. La justice, elle a à passer et à considérer les faits. Et les faits, c'est tout simplement que les agressions sexuelles dans notre pays doivent être condamnées et que le message qui doit être envoyé, c'est qu'encore une fois, aucun homme, quel qu'il soit, n'a autorisation pour violenter une femme, pour agresser sexuellement Sandrine Rousseau, une femme. Même combat. Non, pas même combat. Quand je vois notamment ce qui s'est passé, par exemple, avec Julien Bayou, là aussi, je dis que la seule vérité qui doit exister, c'est une vérité judiciaire. Et que ça n'est pas parce que c'est votre adversaire politique interne que vous pouvez venir sur un plateau télé pour essayer de le mettre à mort. Parce que ça aussi, c'est une dérive et que ce genre de dérives, elles font mal en général, à mon avis, à la capacité des femmes à oser porter plainte, mais surtout à la capacité de la société à les entendre. Merci Aurore Berger. C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. Merci Sonia Mabrouk, merci Aurore Berger.